Avec des températures en hausse et des phénomènes météo extrêmes de plus en plus fréquents, la Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions françaises les plus impactées par le changement climatique. Il est grand temps de changer nos habitudes avant qu'il ne soit trop tard. Notre voyage en Nouvelle-Aquitaine commence ici, à 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai choisi de vous montrer cet endroit parce qu'il représente un symbole super fort lorsqu'on parle de dérèglement climatique. En 50 ans dans la région, l'atmosphère s'est réchauffée d'1,2 degré. Et le résultat, il est derrière moi. Vous voyez le sommet là, c'est le pic d'Ariel. Et il y a encore quelques années, il y avait un grand glacier qui s'accrochait aux parois. Sauf qu'il a officiellement disparu puisqu'il a fondu sous la chaleur. Donc on voit bien qu'on n'a plus le choix. Il faut agir maintenant pour lutter contre le changement climatique. Durant une semaine, l'humoriste et créatrice de contenu Alison de France va sillonner l'ensemble du territoire néo-aquitain à la rencontre des femmes et des hommes qui n'acceptent pas la fatalité et qui ont décidé de retrousser leurs manches pour lutter contre les effets néfastes de cette évolution du climat. Salut Alexia! Désolée, je suis un peu en retard, je me suis frayé un chemin. On est pas mal du tout, hein. Est-ce que vous pouvez me faire un grand ouais, voilà. Lors de ce voyage initiatique de ville en village, le photographe Martin Charpentier dressera le portrait d'habitants qui s'engagent pour une société plus solidaire et un environnement mieux protégé. Transport, agriculture, industrie, solidarité, santé ou biodiversité, les défis ne manquent pas. Bonjour Martin. C'est magnifique, on dirait vraiment un balai, c'est super. Tout notre enjeu, ça va être d'être capable de baisser cette consommation énergétique. Durant ce périple au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, Alison et Martin vont découvrir que chaque action, petite ou grande, compte et que le quotidien de tous ces héros donne un sens et une réalité concrète à la transition écologique. J'ai quitté les sommets pyrénéens pour me rendre sur le littoral basque. On n'est pas très loin de Biarritz et j'ai rendez-vous avec Natacha, une scientifique qui a découvert une solution incroyable pour purifier l'air que l'on respire. Salut Natacha, je suis contente de te rencontrer, mais alors pourquoi on a rendez-vous ici? En fait, PureNat, c'est né d'un constat. Aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est une catastrophe puisque ça tue 7 fois plus que les accidents de la route. Il y a un nombre de maladies aussi très important qui se développent à cause de cette pollution de l'air. L'asthme, les cancers du poumon, mais aussi l'obésité, l'infertilité. Et pour ça, il a fallu trouver finalement quel était le meilleur matériau pour répondre à cet enjeu. On a décidé de détruire les polluants plutôt que de les stocker via de la photosynthèse artificielle. Et pour arriver à finalement avoir le matériau le plus performant possible, on a regardé dans la nature qu'est-ce qui était le matériau qui était le champion de la photosynthèse. Il s'agit d'une microalgue qui s'appelle la diatomée. C'est grâce à sa structure particulière qu'on appelle la porosité hiérarchique. Et c'est ça qu'on a recréé dans le fil PureNat qu'on a développé. Alors c'est possible que tu me montres le résultat de tes recherches? Eh bien oui, tout à fait. Et je t'invite du coup à venir dans nos locaux à Bayonne pour voir notre innovation et notre nouveau matériau. Ouais. C'est en périphérie de la ville de Bayonne que se cachent les secrets de la fabrication de ce textile révolutionnaire.
Alors Natacha, c'est ici que tout se passe du coup? Tout à fait, donc c'est ici que la magie s'opère. Donc pour créer notre textile qui va détruire les polluants plutôt que de les stocker. Donc aujourd'hui, ce qui existe sur le marché, ça s'appelle du charbon actif. Donc ça va être des éponges à polluants et cette éponge, une fois qu'elle est pleine, on va la jeter. Et ce textile, en fait, lui, la différence, c'est que quand on va l'illuminer, il y a un matériau dedans qui va permettre en fait de découper les polluants et de les transformer en des molécules de base qui ne sont plus du tout dangereuses pour la santé. J'imagine que tu es hyper fière de tout ce que tu as fait. Ben oui, je suis hyper fière parce que ça a été en effet un long travail et puis il a fallu trouver aussi les fonds pour arriver à financer tout ça. Donc il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies qui nous permettent d'avoir un produit aujourd'hui. Quand on s'y pensait il y a 4 ans ou même 8 ans de ça, du coup, c'est vraiment un long chemin parcouru mais qui a été hyper instructif et surtout qui nous permet d'arriver aujourd'hui à ce matériau qui va vraiment pouvoir changer la donne sur la dépollution de l'air et donc la santé aussi avec un matériau plus durable, donc en résolvant des problématiques environnementales et économiques aussi pour arriver finalement à dépolluer l'air de manière écologique et économique. Alors pourquoi c'est aussi secret là, ce qui se passe derrière? C'est quelque chose qui est vraiment unique, en fait, qui n'existe pas ailleurs et pour lequel on a dû développer une machine spéciale. Et c'est ça en fait qui fait tout le savoir-faire et le secret et qui fait que les gens aujourd'hui ne peuvent pas nous copier. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le montrer à la caméra aujourd'hui. C'est assez génial de se dire que derrière cette porte, c'est l'avenir de notre santé qui se joue. Donc Manon, toi, tu es l'associée de Natacha, tu t'occupes plutôt du business, c'est ça? Exactement, oui. Et votre produit, du coup, il est destiné à quel client? Notre cœur de cible, ce sont les industriels aujourd'hui. Partout où on va venir dépolluer les rejets, tout ce qui est fumé dans les cheminées de l'industrie, mais aussi en air intérieur, partout où il y a de l'application de peinture, de solvants, de résine qui dégagent des fortes concentrations en polluants gazeux dangereux. Et l'industrie qui génère aussi des mauvaises odeurs et qui vont gêner non seulement les personnes sur site, mais aussi le voisinage. L'avenir, c'est aussi de venir s'intégrer dans les bâtiments tertiaires et pourquoi pas même dans les domiciles, puisque oui, les bâtiments dans lesquels on évolue au quotidien tous les jours, malheureusement, sont pollués avec un impact sur notre santé qui est dramatique. Purnat a pour ambition de filtrer l'air pollué de nos maisons, des bâtiments publics et des usines. À terme, les deux jeunes femmes visent aussi les activités économiques les plus polluantes, comme le transport maritime, routier ou aérien. Pour commencer son projet photographique, Martin a choisi une petite exploitation maraîchère à 2 pas de la ville de Limoges. La ferme d'Hugo est exemplaire en matière d'agriculture durable. Hugo? Eh ben Martin, ça tombe bien. Ah, J'avais besoin de toi. ok. Il va falloir se baisser pour ramasser les haricots. Les haricots. Ça commence à être le début de la saison, le Ok, début juillet, ok. là. Ouais. Ça commence à bien produire. Qu'est-ce que tu produis ici? Eh ben, je produis une quarantaine de variétés de légumes, donc c'est un maraîchage Ouais. diversifié, en bio. Et c'est pour fournir à la fois les marchés et les restaurants, c'est mes débouchés principaux. Alors là, on a les haricots, ici on a les concombres. cornichons. C'est les concombres. C'est des concombres. Ah, C'est ça. Tiens, regarde, tu vois, là, il y en a un beau. j'en ai encore jamais fait pousser. Tu vois, là ça, c'est des gourmands aussi sur les concombres. Ok, d'accord. Et explique-moi comment ça a commencé, la ferme du Ciboulot, ici La ferme du Ciboulot, ça a commencé en 2021 avec la ceinture verte. Et j'ai commencé à produire en juillet 2022. Donc la ceinture verte m'a permis d'accéder au terrain. La ceinture verte, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui permet d'installer les maraîchers à proximité des villes.
Et donc, il n'y en a pas beaucoup encore en France. Il y en a à Pau, il y en a à Valence, ici à Limoges, et puis ils sont construits au fur et à mesure. C'est quoi l'intérêt, par exemple C'est de permettre à ce qu'il y ait plus de maraîchers qui s'installent, de créer des vocations aussi, et puis qu'il y ait plus de légumes qui puissent approvisionner les moyennes agglomérations plutôt. Ok. Donc les courgettes, on va démarrer un petit peu plus haut. Ouais. Regarde, là, il y en a une belle. Ah. Effectivement. J'imagine que quand on se lance dans une aventure comme ça, il vaut mieux pas être tout seul financièrement. J'ai pu toucher des aides à l'investissement avec la région, Ouais. et puis des aides à l'installation avec l'Europe et l'État. Et sans ça, c'est vrai que ça aurait été très compliqué. Et la ceinture verte a fait aussi des investissements qui sont remboursés justement sur 20 ans. On va aller un peu plus loin. Hop, on va pouvoir récolter le basilic. Ah, super. Ce qui me plaît le plus, c'est au moment de la commercialisation, de voir aussi les réactions des clients. Les clients d'être satisfaits et qui reviennent chaque semaine. Et puis aussi, quand c'est au restaurateur, de voir ces produits bien valorisés, quoi. Ouais, donc c'est vraiment d'abord le résultat humain qui te plaît. Ça en fait partie. Hop. Hop. Hop, c'est parti. L'idée, c'est que tu arrives avec tes cagettes et tu vas les tendre. Okay. Essaye de faire en sorte que la cagette elle soit bien droite. Et je l'attends. Au beau milieu du potager, Hugo se prête au petit rituel que lui propose Martin. Cette série de photos sera dévoilée à la fin du voyage. Grand sourire, ouais. Ok. Trop content de te voir. Impeccable. Aujourd'hui, Hugo fait figure de pionnier au sein de la ceinture verte. En plus de la clientèle des marchés, il a réussi à séduire l'un des grands chefs de Limoges, Guy Quéroy. Avec la tagette, là, la fleur de tagette, la pousse, là, je vais faire une huile de tagette. Ok. Ouais, j'en fais... et ça donne une huile qui est un peu orangée et qui a le goût de la tagette. Pas besoin de rajouter d'épices ni rien. Naturel. Fort en goût. Ouais, c'est fort en goût et t'as toute la chlorophylle. Ce qui fait, c'est très dur. C'est un pari aussi sur lui-même aussi, parce qu'il faut en vivre. Et c'est nous, les restaurateurs et les clients sur les marchés, on est là pour défendre ce genre de personnes. C'est tout. C'est du locavore. Voilà. Il faut défendre ce qu'il y a à 100 km autour de chez nous. Il n'y a qu'une agriculture qui est intéressante, c'est celle-ci. Un peu partout sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, les initiatives fleurissent pour contrer les effets visibles du changement climatique. À Biscarrosse, Alison ne va pas tarder à découvrir les stigmates de la montée des eaux et de l'érosion marine qui font des ravages sur notre littoral. Vous l'aurez compris, avec Martin, on sillonne tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On part à la rencontre de ces acteurs qui pensent que c'est possible de limiter les dégâts sociaux et environnementaux liés à la dégradation du climat. C'est hyper impressionnant ce blocos là qui est au pied de l'océan et la maison complètement fermée. On voit en fait les signes de l'érosion à Biscarrosse et même dans d'autres villes du littoral. C'est comme si la nature reprenait ses droits et il va bien falloir qu'on s'adapte. Signe que les temps changent, 2 modules en bois démontables ont été construits sur la dune pour abriter les sauveteurs en mer. Ces cabanes sont le fruit d'une collaboration avec la filière bois de Gironde. Le secteur forestier est en première ligne du changement climatique. De nombreuses entreprises se mobilisent désormais pour une exploitation plus raisonnée des forêts.
Aujourd'hui, Martin s'apprête à vivre une journée en compagnie des salariés des ateliers du bocage. Et avec eux, il n'est pas au bout de ses surprises. Salut Emma. Salut Martin. Ça Ça va? va Oui, toi? Ouais, merci. Elle est jolie cette petite voiture. Ouais, on l'a floqué un peu de partout pour qu'on puisse nous reconnaître quand on roule. Mais si tu veux, je te raconte toute notre histoire pendant qu'on va chercher Joey. D'accord. Pour l'emmener au travail. Ok, ça marche. Allez, je te laisse on y monter. va. Hop là. Et c'est vraiment une petite révolution dans le territoire, cette histoire de covoiturage. On est les seuls, entre guillemets, à faire du covoiturage de cette manière-là, donc en utilisant les voitures de l'entreprise, mais aussi les voitures des salariés. Il y a d'autres entreprises dans le coin qui utilisent tout ce qui est plateforme de covoiturage qu'on connaît tous. Mais nous, on s'attache vraiment à organiser le trajet matin et soir des personnes et à vraiment cadrer les équipages. Tu as vu des gens dont ça a changé la vie réellement? Je prends par exemple l'exemple de Jackie, qui est un covoitureur chez nous, qui au début ne voulait absolument pas entendre parler du covoiturage. Pour lui, il était bien tout seul dans sa voiture. Et du jour au lendemain, en voyant les autres faire, et il s'est mis au covoiturage et aujourd'hui, par acte de solidarité, il emmène 4 personnes tous les jours, quoi. Donc ouais, ça change la vie. Et là, du coup, tu vas pouvoir rencontrer Joey qui va te parler de son parcours. Bonjour Emma, Salut Joey. Ça va? ça va et toi? Salut. Ça fait combien de temps que tu utilises ce service? Ça fait 1 an et demi que j'utilise le covoiturage, car j'ai qu'un seul vélo et je pouvais pas aller au boulot en vélo. Les routes sont assez dangereuses, donc ça permet d'y aller en sécurité. On a vraiment cherché à avoir cet esprit de convivialité, de proximité avec les personnes. Tous les jours, il y a une 60aine de covoitureurs chez nous. L'idée, pour illustrer l'autopartage, c'est de faire croire qu'il y a beaucoup de gens dans une petite voiture. S'il y en a un ou deux sur le toit, un sur le capot avant, voilà, ok. Ouais, c'est pas mal du tout. Plutôt là, devant, quelqu'un dans le... Voilà, ici. On est pas mal du tout, hein. Est-ce que vous pouvez me faire un grand ouais? Ouais, voilà, parfait. Impeccable, merci beaucoup. Bonjour Nicolas. Bonjour Martin. C'est magnifique, on dirait vraiment un balai, c'est superbe. Le balai des palettes et des chevalets. Fantastique, Ouais, ouais. fantastique, super. Bah, tout a démarré dans le bois. C'est notre matériau fétiche, hein, le bois de réemploi, le bois de palette. Et puis on a comme ça aidé des milliers de personnes en fait, qui sont venues chez nous en insertion. Ça fait 32 ans qu'on existe, figure-toi. Ça a démarré à 800 mètres d'ici, dans un petit hameau. Et pour les cabossés de la vie, il y a eu un projet social. Puis ce projet social, il est devenu économique. Il y a eu vraiment une volonté, si tu veux, de créer autour des activités une capacité de repartir dans la vie, de donner une deuxième chance au produit, le réemploi, et puis de donner une deuxième chance aux personnes. Tout ce que tu vois là-bas, c'est des palettes qui sont qu'on va appeler palettes reconditionnées ou à réparer. Ça permet d'économiser de la forêt et de faire en sorte qu'on utilise de moins en moins de bois neuf et qu'on évite de jeter ces emballages trop souvent à usage unique. Alors c'est ça, une entreprise à vocation sociale et environnementale. Eh ben exactement, on a vraiment allié les deux, social, environnemental, sociétal même. Parce qu'on a des projets, ça foisonne en fait aux ateliers bocage. On a toujours été multi-activités, pour nous c'est essentiel. Au-delà de la fabrication de palettes en bois, une partie des salariés des ateliers du bocage se sont spécialisés dans le recyclage de matériel numérique. Alors là, Martin, je t'emmène dans l'atelier de téléphonie. Tu te rends compte, on reçoit à peu près 500 000 téléphones, collecte citoyenne, matériel qu'on rachète aussi à des entreprises et qui vont passer entre les mains du prêt-tri. Le prêt-tri, c'est quoi? C'est de dire, ce téléphone, il a un avenir ou pas? C'est là qu'on dit, feu rouge, feu vert, est-ce que ce téléphone peut être reconditionné? Et s'il peut être reconditionné, il va passer entre les mains de tous les opérateurs et les opératrices qui vont, avec l'assistance d'un logiciel, effacer de manière sécurisée les données. Et puis on va aussi faire tous les tests nécessaires, alors entre 30 et 70 tests suivant les modèles. Et quand ça passe tous les feux verts, si tu veux, ça va arriver jusqu'au conditionnement
On a ici aussi la partie réparation dans laquelle on est en train d'arriver. 10 000 téléphones, c'est un emploi chez nous. On a toujours cette volonté de penser à notre mission première qui est de créer des emplois, de prendre soin de notre territoire, d'être sur cette transition nécessaire qui est à la fois environnementale et sociale. 3/4 de l'impact d'un téléphone sur la planète, c'est sa fabrication. C'est les minerais qu'on extrait, c'est 70 métaux différents, etc. Et donc, faire durer un téléphone, c'est hyper important. Quand on voyage au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, on se rend compte de l'immense richesse et de la diversité de ces paysages. Et la priorité, c'est vraiment la sobriété, parce que c'est ça qui va permettre de limiter l'empreinte humaine sur ces paysages naturels et sauvages. Sur le plateau de Mille Vaches, la nature ressemble à ce que l'on pouvait trouver il y a des milliers d'années, avant que l'homme ne défriche les forêts boréales pour cultiver. Ici, une communauté de communes s'est lancée dans la préservation de ces espaces sauvages, où la ressource en eau est devenue un véritable trésor. Ici, sur le plateau de Mille Vaches, on va découvrir un écosystème qui est essentiel pour la préservation de l'eau et de la biodiversité. Et pour nous accompagner, on va rencontrer Alexia. Elle veille à l'équilibre des milieux aquatiques et des zones humides. Salut Alexia. Salut. Désolée, je suis un peu en retard, je me suis frayé un chemin. Ouais, y a pas de souci. Bon alors, où est-ce qu'on va? Eh ben, je vais t'emmener découvrir la tourbière. Je vois que t'as pris tes bottes. Ouais, je me suis bien fait parce que... pour le milieu aquatique. Tout à fait. Ah oui, c'est là que l'aventure commence. Oui. Hop, vas-y, fais attention à toi. Tu peux m'expliquer exactement c'est quoi la tourbière? Eh ben, une tourbière, c'est un type de zone humide assez particulier qu'on va retrouver dans les zones un peu plus d'altitude et qu'on retrouve relativement beaucoup sur le plateau de Mille Vaches. C'est un milieu qui se caractérise par une végétation très spécifique qu'on va pouvoir découvrir. Et ça se présente toujours comme ça, sous forme de clairière? Les tourbières ici, elles se développent sur un socle granitique. On est sur une roche granitique qui est très peu perméable, donc ça fait quelque chose d'imperméable où l'eau ne peut pas s'infiltrer. Donc la végétation qui va pousser dessus, il faut qu'elle puisse se développer dans l'eau. C'est des sols qui sont très pauvres en oxygène et tu as une végétation assez spécifique, caractéristique qui s'installe. D'où l'intérêt de préserver ces milieux qui abritent vraiment des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs. Là, on arrive sur un piézomètre qu'on a installé sur le site. Alors, un piézomètre, c'est en fait un dispositif qui permet de mesurer l'eau dans le sol, dans la nappe de la tourbière. Et ça, on l'a installé dans le cadre de la restauration qu'on mène sur la tourbière pour évaluer un peu les effets des travaux qu'on a réalisés. Et ça vous sert à quoi de faire ces suivis? Eh bien, l'idée, c'est de voir si on arrive à restaurer la fonctionnalité de la tourbière. Parce qu'une tourbière, elle permet d'accumuler de l'eau. En période de crue, elle va éviter que les cours d'eau débordent. Et à l'inverse, l'été, elle va restituer lentement l'eau au cours d'eau et donc diminuer le problème de sécheresse et d'assec sur les cours d'eau. Donc ici, sur le territoire, c'est vraiment fondamental pour la ressource en eau. Parce qu'on a des sols qui ne retiennent pas l'eau naturellement. Les roches sont dures et donc nos seules nappes, entre guillemets, qui retiennent l'eau, ce sont les tourbières. D'où l'intérêt de les protéger. Ça devient un peu plus compliqué d'avancer. Oui. Après, il faut faire attention, il y a des fossés avec de l'eau un petit peu partout. Hop, donc on va s'arrêter là. Hop. Donc là, tu es sur un assemblage de végétation qui est vraiment typique des tourbières.
Et c'est la sphène, tu dis, qui est la première à intervenir dans la tourbière. C'est elle qui retient l'eau, c'est ça? En fait, la sphène, elle est capable d'accumuler jusqu'à 20 fois son poids en eau. Comme tu peux le voir ici, elle est vraiment gorgée d'eau. Et si tu presses, voilà, elle est vraiment gorgée d'eau. Et en fait, c'est elle qui va retenir l'eau et qui joue vraiment le rôle d'éponge. Parce qu'on dit les tourbières, c'est des éponges, c'est grâce à la sphène. Elle stocke le carbone, elle stocke l'eau. C'est vraiment l'allié pour le fonctionnement des milieux aquatiques, en tout cas sur le plateau de Nivache. Et je crois que vous êtes aidé par les agriculteurs dans la préservation de l'espace? Oui, les agriculteurs sont vraiment un allié essentiel dans la préservation des tourbières. Ici, on a un agriculteur qui vient mettre son troupeau pour pâturer les tourbières, et notamment la molinie qu'on voit ici. Parce quand elle se développe trop, on n'a plus toute cette diversité végétale. Et en maintenant un pâturage léger sur les tourbières, on peut préserver un peu toute cette diversité floristique et l'équilibre des milieux. Donc là, actuellement, les vaches, elles sont sur une parcelle un peu plus loin, juste à côté. Et puis, elles vont tourner sur les différents parcs qu'on a créés sur le site. Et elles viendront ici un petit peu plus tard dans l'été. Certains industriels de la région ont compris que le développement durable n'était pas seulement une affaire d'écologie et qu'il pouvait être aussi synonyme d'économie substantielle. Alors quand on parle de décarbonation et d'économie d'énergie, ça se traduit comment ici en fait? Il faut savoir ici qu'on est dans une tuilerie, on fabrique sur les unités UT7, UT8 une quarantaine de toitures par jour. Et on est dans un processus qui consomme énormément d'énergie. Le site de Roumazières, ça va être la consommation de la ville de Périgueux à peu près. Notre gros enjeu, c'est que la principale source de consommation énergétique, c'est du gaz, et dont les émissions de gaz au moment de la cuisson génèrent énormément d'émissions de CO2. Donc tout notre enjeu, ça va être d'être capable de baisser cette consommation énergétique. Donc c'est sur le process que vous opérez les économies d'énergie. Et l'un des enjeux, c'est comment on travaille sur notre process et comment on rationalise notre process. Les gros autres axes de travail, ça va être comment consommer mieux et consommer moins, garantir la même qualité en consommant moins, par des optimisations, soit avec des nouvelles technologies de brûleurs par exemple, des niveaux de réglage qui sont différents, de telle sorte à consommer moins d'énergie avec la même performance thermique par exemple. Tous les axes d'amélioration continue, c'est-à-dire les petits réglages fins qui font que, mis bout à bout, les uns à la suite des autres, on arrive à gagner 1, 2, 3% de la consommation totale. Et enfin, le dernier gros axe de travail, ça va être de directement décarboner les équipements, c'est-à-dire être capable de sortir totalement de l'énergie gaz pour la substituer par autre chose. Bon alors voilà les nouveaux fameux robots. Quand on a lancé le projet de transférer les tuiles d'une unité vers une autre, le principal enjeu était capable de fabriquer ces nouveaux volumes de la première vers la seconde unité. Et les vraies contraintes, c'est qu'au départ, on avait les tuiles qui étaient posées à plat unitairement sur la première unité pour des contraintes esthétiques, pour éviter tous les chocs entre les produits, ce qui est assez classique dans le milieu. Et on les a basculées sur une unité où la densification passante dans le four était bien plus importante, de telle sorte à économiser du gaz justement. Et donc on a rebaptisé toute la ligne pour nous permettre de passer les tuiles les unes à côté des autres à plat à des paquets de 15 qu'on est en train de constituer ici. Et donc ça, c'était faisable avec les robots qu'on voit faire leurs mouvements successifs, où ils prennent le produit, puis ils se rapprochent et tout doucement, ils viennent poser les tuiles les unes à côté des autres pour éviter tous les contacts et être le plus doux possible dans les manutentions des produits. Si à Roumazières, en Charente, on réfléchit à limiter toujours plus son bilan carbone, en Gironde, un exploitant agricole s'est lancé dans la production de gaz. Mais pas n'importe lequel. Du méthane issu de ses déchets agricoles. Bonjour Dim. Bonjour.
Ah, c'est impressionnant. Eh oui, c'est une usine de méthanisation. Alors racontez-moi la genèse du projet, parce que vous êtes agriculteur à la base. Exactement, et on fait du maïs semence, comme on peut voir à côté, où on a 2 génétiques et on est obligé de détruire les mâles. Et la genèse, c'était de détruire les mâles de maïs semence, qu'à la base, on les laissait au sol. Et aujourd'hui, on les récupère, on les stocke, comme on voit à côté gauche, et après, on les transforme en biogaz. Et on vient les incorporer dans les 3 grosses cuves vertes qui sont derrière nous. Et il y a des bactéries qui vont manger le produit et relarguer du méthane. Ok, et ça fait de l'énergie. Et ça fait de l'énergie, du gaz qu'on transforme soit en gaz naturel, soit en électricité avec un moteur de cogénération. Ça a été compliqué d'imaginer le processus, comment ça s'est passé pour vous? Ah oui, c'était compliqué parce qu'on était le premier méthaniseur de Gironde. Donc j'ai eu l'idée en 2013 et je me suis lancé dans la construction en 2015 avec une mise en service 2016. Donc c'était avec la région, l'Adréal girondine, les premiers pas dans la méthanisation. Et aujourd'hui, maintenant, au bout de 7 ans, on voit la réussite du projet. Là, on a vos exploitations et le traitement de leurs déchets. On peut dire que c'est un cercle vertueux finalement, c'est ce que vous aviez imaginé? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est de faire la ferme à peu près 2.0. Ça veut dire que c'est 0 déchet émis sur la ferme. Tout se transforme, tout se recycle et en plus, tout se valorise. Ça va, pas trop essoufflé? Ça va, faut pas que je regarde en bas. On monte à 17 mètres de haut. Voilà. Mais c'est solide, pas de panique. Racontez-moi comment ça se passe du champ à ces cuves-là. C'est quoi le processus pour faire du biogaz? Les produits arrivent à l'entrée du site, sont pesés, badgés. Comme là, on voit, il y a un camion qui va rentrer sur le plan bascule, il va taper son code, il va badger. Ça va lui donner son numéro de cuve, où il va vider, et automatiquement, les déchets, vont, que ce soit solides ou liquides, vont être incorporés dans ces 3 grosses cuves où on se trouve. Et là, le produit va rester à peu près 45 jours. Et donc, il est maturé, et les bactéries vont venir manger le produit et relarguer donc, du méthane et du CO2. Ce méthane, il est piégé par des tuyaux qu'on voit juste ici. Voilà, ça descend souterrain et ça remonte au niveau du poste cogénération et épuration. Et donc là, côté gauche, on va faire de la cogénération, donc de l'électricité, où on alimente Courtin, Carcan, Lacano. Et là, cette partie-là qui est sur notre droite, c'est la partie injection, donc où on est relié sur un pipeline où on va jusqu'à Bordeaux. Ah, en fait, on est comme sur des énormes estomacs, c'est ça? Exactement, ici, en fait, c'est comme une panse, comme un estomac de vache, où on vient ruminer, on vient digérer cette matière-là, sauf qu'on va capter le méthane pour récupérer donc, le gaz. On espère que ce que vous avez fait, ça va être un exemple pour d'autres agriculteurs. La Gironde compte déjà 10 méthaniseurs, donc ça fait déjà plein de petits. On essaye de faire profiter de notre expérience à tout le monde, parce que c'est un cercle vertueux pour tout le monde, pour la planète. Au regard de l'urgence climatique, produire une énergie propre et durable fait partie des solutions en matière de réduction des gaz à effet de serre. Cette fois, Martin a rendez-vous avec l'un des fondateurs d'une coopérative ayant investi dans les énergies renouvelables. C'est quoi exactement un parc citoyen? Alors un parc citoyen par rapport à d'autres parcs, comme celui de Longève à côté, c'est un parc éolien sur lequel les habitants, les collectivités locales d'un territoire se réapproprient la production d'énergie, mais d'une manière générale, tout le cycle de l'énergie. C'est ça pour moi, un parc citoyen. C'est se poser toutes les questions sur la consommation d'énergie, comment on va l'économiser, et puis comment on va la produire localement pour que ça ait un retour économique sur le territoire en question. Comment on finance des engins de cette taille-là? Ouais, ça coûte un peu. Ouais. Donc un peu plus de 30 millions d'euros.
Et ces 30 millions d'euros, grosso modo, ce sont des banques en fait, qui vont venir financer, donc pour partie, donc entre 80 et 90%. Et le reste, ce sont des fonds propres qui sont amenés. Donc là, en l'occurrence, l'année dernière, la COPEC, la coopérative de production d'énergie citoyenne en Onis-Atlantique, a amené 30% des fonds propres, c'est-à-dire 1,2 million. Et puis collectivement, donc les 3 acteurs qui sont actionnaires de cette société ont amené un peu moins de 4 millions d'euros. Et le reste a été amené 30 millions par des banques. Mais on a participé fortement au choix aussi des banques. On a éliminé des banques qu'on ne voulait pas. Et donc en l'occurrence, c'est le Crédit Coopératif qui a été choisi et la NEF, donc qui sont des banques plus éthiques. Et le fait que c'était un parc citoyen nous a permis aussi de choisir les établissements bancaires. Oui, donc au niveau acoustique, tu vois, c'est quand même assez remarquable. C'est assez impressionnant. Ouais, le bruit. C'est vrai qu'on entend plutôt en fait la nationale et autres. Oui, tout ce qui est autour. On s'aperçoit que tu as de la faune quand même tout autour. Ouais, les animaux ne sont pas trop perturbés, même pas du tout. On a créé un comité de projet qui va être en charge de redistribuer une partie importante des revenus du parc. On va distribuer notamment à peu près 62 000 € par an. Pendant 25 ans, on va les consacrer à des travaux d'économie d'énergie sur le territoire et des actions de lutte contre la précarité énergétique. C'est-à-dire que ça va concerner les collectivités pour leurs bâtiments communaux et également des citoyens de la communauté de communes Onis-Atlantique. La simple condition, ça sera d'être sociétaire de notre coopérative. Et on devient sociétaire à partir du moment où on souscrit une part sociale. La part sociale est à 50 €, donc ce n'est pas un obstacle du tout. C'est tout à fait abordable pour chacun. Donc ça, c'est un projet important pour nous. C'est pratiquement la phase la plus importante parce qu'au total, ça va représenter sur les 25 ans plus d'1,5 million d'euros qui vont être consacrés au territoire pour la transition énergétique directement et concrètement. T'imagines que les éoliennes sont grandes comme ça. Alors, et ce qui serait bien, c'est que ton collègue, il le fasse aussi. Attends. Voilà, clic, clac, voilà. Là, c'est impeccable. Oh, c'est trop bien. S'il sourit au moins. Ouais. C'est bien. Ok, impeccable. Nous retrouvons Martin dans un décor surprenant. Une immense parcelle de chanvre. Là, on est dans une parcelle de 15 hectares de chanvre d'un collègue qui vient de se mettre au chanvre depuis 2 ans seulement, qui est en agriculture conventionnelle et qui a découvert le chanvre par notre intermédiaire et qui s'est pris de plaisir pour cette plante lui aussi, comme nous d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut en faire alors de cette plante? Explique-nous. Voilà, c'est la plante qu'on va récolter. D'abord, on va récolter les graines qui sont en extrémité, qui viendront plus tard. Et les tiges qu'on va broyer, faire sécher. Et on va extraire les fibres qui sont tout autour. Et au milieu, on va avoir une partie qui s'appelle la chaîne-botte, qui elle va être utilisée pour faire des enduits sur les murs. C'est quoi l'intérêt écologique de cette plante? Déjà d'une, c'est qu'elle se désherbe toute seule. Ça, c'est le premier principal. Donc, pas besoin de produits phyto, elle n'est pas malade, comme c'est des semences population. Donc tous les génomes de la même variété ne sont pas identiques, donc elles ne sont pas malades. Et en plus, ça consomme très très peu d'eau. Ah oui, c'est économe en eau en plus. Bon, après, pour l'intérêt écologique, c'est un puits à carbone, quoi, évidemment. Le chanvre, un gros intérêt, c'est que ça capte des grosses quantités de carbone. On repart un peu. On y va franco. Voilà. On y va franco. Je vais repasser dans le passage, comme ça fait qu'un. Bonjour Michel. Bien.
ça a avancé, je vois. Oui, bonjour. Bon alors, il est où là le chanvre Hubert sur cette maison? Ben, ici, dans le cas présent, il est derrière l'enduit de finition. Comme c'est un système poteau-poutre, botte de paille, chaux chanvre et chaux sable en extérieur. Okay. On va passer à l'intérieur. Ouais, on va aller voir ça. voir. D'accord, ok, ça marche. Bon, alors je commence à comprendre un petit peu. Et à l'intérieur, alors, comment ça se présente? Donc, ici, on va voir la botte de paille qui est derrière. On a 5 cm de chaux chanvre. Le trou était laissé uniquement pour montrer. L'intérêt du chaux chanvre et des bottes de paille, c'est que ça va nous isoler une maison en premier lieu. En deuxième lieu, ça va nous donner aussi de l'inertie. Troisième lieu, ça va réguler l'hydrométrie de la maison, ce qui fait qu'on aura un confort à l'intérieur d'utilisation qui va être très très important. Ce qui permet de diminuer la température d'utilisation de 2 voire 3 degrés. Et là, sur ce bâtiment, on est sur quelle durée de travaux? Sur ce bâtiment, là, avec la construction, la mise en place de la charpente, des tuiles et faire les murs, tout ça, on est sur 9 jours. Okay. Ce qui est très très rapide. Ah oui, c'est rapide, ouais. Quand on connaît aujourd'hui le coût de la construction, qui est quand même relativement énorme, quand on connaît la pénurie des matériaux, l'extraction minière qui pose des problèmes, enfin l'énergie qui pose des problèmes, ici on met tous les voyants verts. On met tous les voyants verts. On ouvre là le mur en pierre, avec donc, la projection du chanvre qui est fait dessus. On a tous les... C'est bientôt la fin de mon voyage en Nouvelle-Aquitaine. Je vais retrouver Martin qui doit déjà être sur place. Là, ça fait 10 jours qu'on traverse tout le territoire et franchement, on a rencontré des gens hyper engagés, on a été surpris par leurs initiatives et on a appris plein de choses. Mais c'est pas fini parce que je vous réserve une dernière surprise. Dans cet éco-hameau expérimental et solidaire, vit un collectif d'une vingtaine de foyers. Véritable laboratoire vivant, ce village cherche à vivre avec un impact minimal sur la nature, de façon la plus indépendante des énergies fossiles. Ferme pédagogique, production de spiruline ou fabrication de toilettes sèches, les activités ne manquent pas. Bonjour, bienvenue à la traite. Merci, c'est l'heure. C'est l'heure. Elles sont toutes calmes. Là j'ai quasiment fini celle-ci si tu as envie d'essayer. Ah ouais, je veux bien. On ferme d'abord le pouce et l'index. Et une fois qu'on a fait ça avec les autres mains et la paume, on vient appuyer ce qu'on a fermé. Je dirais qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout ici. Là j'en ai pas enfermé beaucoup mais vraiment. Oh, je suis super douée là. Alors qu'Alison participe aux travaux de la ferme, Martin, lui, est déjà en train de réaliser ses collages photographiques. Le raccord, il est là, en fait. Dans les premiers temps, dans la première heure de collage, il y a toujours des petites repiques à faire. Alors Danielle, vous êtes la fondatrice de ce lieu qui est absolument incroyable. Il est né comment un projet comme celui-ci? Quand nous sommes arrivés ici, donc en Charente, sur le domaine des Choisys, d'abord le lieu nous a séduits et tout de suite nous sommes allés voir la communauté de communes. Et tout de suite, la communauté de communes a vu l'intérêt d'un tel projet dans une zone rurale qui a besoin d'être revitalisée, besoin de porter des activités économiques et des activités sociales. Le côté habitat résilient, ils l'ont intégré au PLUI. Fort de votre expérience, si vous aviez un conseil à donner à des gens qui aimeraient se lancer dans la même aventure que la vôtre, ce serait quoi? Bon, en tout cas, le témoignage qu'on peut apporter, c'est patience et humilité. Ça, ce sont les règles d'or. Savoir prendre son temps, savoir ralentir, s'écouter, prendre soin les uns des autres, aller vraiment à l'écoute de l'essentiel et ne pas tomber dans le rush de l'objectif à atteindre.
On atteindra ce qu'on atteindra, peu importe, mais aller pas à pas vers ce qui est vivant d'instant en instant, plus que vers un objectif lambda à atteindre. Est-ce que c'est ça, du coup, la transition écologique ? On peut dire ça, en effet, ça commence par soi. Si je ne transitionne pas moi-même, je ne sais pas ce que je vais pouvoir, ça va être du diktat ou quoi que ce soit. Non, oui, c'est vraiment la transition écologique commence par se transitionner soi-même et la conscience de son impact sur soi, sur l'autre, donc sur l'environnement aussi. Salut Martin! Oh Lison! Ça va, t'as fait bon voyage? Ouais, nickel. Toi aussi? Ouais, j'ai rencontré plein de gens, c'était trop bien. Ah ouais, bah pareil. Tu peux t'aider? Tu veux bien me passer la cagette qui est par terre là, s'il te plaît, Lison? C'est le dernier bout. J'espère que ça va le faire. Ouais. Voilà. Alors tes collages là, c'est les gens que t'as rencontrés, c'est ça? Ouais, et alors là on a 5 sujets. C'est un maraîcher de la ceinture verte de Limoges, il s'appelle Hugo. Super sympa, il est installé depuis 2 ans et il bosse avec un chef restaurateur. Je l'ai suivi, il est allé le livrer. Et tu vois, il est fort, Hugo. Ouais, Hugo est très fort, Hugo. Un max de cagettes là. Ouais, tout dedans. Tu vois? Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens dans des domaines très différents qui sont tous conscients des problèmes écologiques et de la nécessité de changer vraiment la société. Ce qui est incroyable, c'est la variété des profils des gens, c'est incroyable. Ça va du jardinier du dimanche au patron d'entreprise, en passant par les associations, les gens qui travaillent pour la ville. Donc on peut imaginer que la société peut changer quand on rencontre des gens comme ça. Ouais, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde aussi. Que n'importe qui peut participer et rentrer dans le jeu. C'est pas mal là, non? Ouais, tu peux aller jusqu'en bas parce qu'il y a les pieds qui vont aller même dans la végétation fécale. Le souci du détail. Voilà. Alors c'est quoi les autres? Les autres, on peut en mettre une si on veut de la place. Lors de ces nombreuses rencontres aux 4 coins du territoire, Alison et Martin ont constaté que la transition écologique était bel et bien engagée. Le succès de toutes ces initiatives menées par les citoyens de Nouvelle-Aquitaine en sont la preuve vivante. Bah c'est bien, hein? Ça va? Ouais, c'est trop joli avec la fenêtre.